Bonjour et bienvenue dans l'émission La Tribune, l'Actu. Ensemble, on va décrypter l'actualité politique locale et nationale en compagnie de mon équipe et d'un invité. Tout de suite, les titres. La maison de santé pluridisciplinaire de Hoincourt. Quel est l'intérêt d'une telle structure? Où en est réellement le projet? Les élections législatives, la 3e circonscription de la Somme, la bataille est lancée. Actualité nationale, toujours les législatives. Quelle majorité pour Emmanuel Macron? Les électeurs vont-ils se déplacer? Et puis enfin, dans une dernière partie, nous décrypterons le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors pour m'accompagner dans cette émission, Loïc, Michael, des habitués maintenant. Et puis notre invité de la semaine, il est maire de Hoincourt. Il est également candidat pour les législatives dans la 3e circonscription de la Somme. Arnaud Petit, bonjour. Bonjour. Alors messieurs, je vous propose de commencer le débat. On va commencer sur la maison de santé de Hoincourt. Aujourd'hui, Arnaud Petit, il en est où le projet? Alors c'est un projet qui est mené donc par le comité de communes du Vimeux. C'était un intérêt, je dirais intercommunautaire de pouvoir concrétiser ce projet parce qu'on a un gros souci de désertification médicale aujourd'hui sur le secteur du Vimeux. Donc ce projet a commencé, comme vous pouvez le voir si vous passez sur Hoincourt. On est en train de faire les terrassements, les voies d'accès. Et c'est un projet qui verra le jour d'ici 1 an. D'accord. En quoi aujourd'hui ça va répondre aux déserts médicaux, Michael? En fait, ce qu'on entend, c'est que les médecins n'ont pas de lieu pour exercer. Ou alors des lieux désuets, etc. Et puis surtout, notre territoire est dense. Et là, ça va permettre de regrouper tous les services à un seul endroit, ce qui va aider les personnes âgées qui n'ont pas de moyens de locomotion. Maintenant, est-ce que ça fera venir les médecins? Je pense que le lieu, c'est une chose, mais c'est pas tout. Il faudra trouver d'autres pôles d'attractivité et pas seulement avec le lieu. Aujourd'hui, on parle de la communauté de communes du Vimeux qui a essayé justement d'installer cette maison de santé. Est-ce qu'on parle de mobilité également? Parce qu'il y a peut-être des cabinets qui vont fermer à Fréville, à Fressenneville. Est-ce qu'il y a un plan de mobilité qui va être mis en place? Alors moi, en tant qu'élu à Feuquières-en-Vimeux, je suis conseiller. Effectivement, on a parlé de ça, ça a été soulevé parce que ça va induire des modifications pour les personnes qui se déplaçaient en local. Donc ça a été un de nos souhaits justement. On a bien indiqué qu'il fallait parallèlement qu'il y ait des services permettant la mobilité des gens à soigner. Aujourd'hui, on parle d'un coût entre 4 et 5 millions. Est-ce que c'est un projet coûteux? Est-ce que ça va être, on peut dire comme ça, rentable sur la suite? Est-ce qu'il est bien financé ce projet? Alors, c'est un projet qui oui, effectivement, sera sur les 4 millions d'euros aujourd'hui. On n'a pas l'intention de dépasser cette somme. Maintenant, on ne sait pas, les travaux étant en cours, il peut y avoir quelques changements, mais généralement on reste dans l'enveloppe des 4 millions d'euros, sachant qu'on a une participation de l'État d'environ 350 000 euros du département, mais on attend toujours de la région le financement qui pourrait nous aider sur la rentabilité de ce projet. Et vous parliez de mobilité, je suis content que vous en parliez, puisque je suis vice-président de la mobilité donc au comité de communes du Vimeux. Savoir qu'il y a une étude qui est en cours de mobilité sur l'ensemble du territoire et qu'aujourd'hui les choses avancent bien et qu'on est justement en train de réfléchir au transport à la demande sur notre territoire et au-delà de notre territoire pour pouvoir répondre aux besoins des gens de pouvoir se déplacer. Surtout en ce moment, quand on voit que les services publics désertent les communautés de communes et les communes. Pour toi, Loïc, comment tu perçois ces nouvelles structures de santé? Je pense que c'est pertinent et que le principe et que l'évolution vers des maisons de santé qui regroupent beaucoup d'activités, c'est vraiment pertinent parce que ça permet de se concentrer aussi différentes activités qu'on n'a pas forcément partout. Ça permet de pas courir à droite à gauche pour aller voir son kiné, pour aller voir son psychologue, pour aller voir son médecin. Et je pense que c'est le but. Après, je pense que c'est aussi le but de la démarche. Après, je crois qu'il y en a aujourd'hui, on aussi. parle de 24 personnes qui pourraient exercer. J'ai lu dans un article du Courrier Picard, on est à 14 pour l'instant. Est-ce que ça a augmenté au niveau de la fréquentation? Alors, au niveau des médecins, il faut savoir que c'est un regroupement. Donc, vous avez les médecins présents sur Fressenneville, oui, sur Friville, le laboratoire de Friville et les infirmières de Hoincourt
et de Frieville qui vont se rejoindre dans cette maison de santé. Donc oui, effectivement, on doit être aux alentours de 14 personnes. À savoir qu'aujourd'hui, il y a des offres qui sont mises en place pour ces médecins. C'est une volonté des médecins et aussi une évolution de la société de voir les médecins ne plus être propriétaires de leur cabinet, trop de charges et puis trop de travail administratif pour eux, et ils veulent vraiment se concentrer sur la santé. Donc c'est vraiment l'étude qui a été menée au niveau de la médecine qui nous aide sur ce projet de maison de santé, d'une part, et d'autre part, il faut aussi savoir, on est en 2017, et savoir trouver d'autres moyens de faire de la médecine. Et je dirais que, puisque je suis candidat aux législatives, que je demanderai à ce qu'il y ait une loi portant justement sur la médecine, sur la pratique de la médecine et sur les zonages de médecins. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune obligation pour les médecins de s'installer à tel ou tel endroit. Alors peut-être pas une loi qui les oblige à s'installer définitivement à un endroit. Ça pourrait être vécu comme une punition, ça. Bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit inciter les médecins à venir... Monsieur Petit, comment les attirer dans la maison de santé, ces médecins-là? En mettant du soleil. En général, ils vont dans le sud. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour attirer? Là, on dit qu'on est à un taux de remplissage 14 sur 24, il y a quand même encore une petite... En fait, déjà, ça va mutualiser les moyens. Donc, ils pourront avoir du personnel administratif qui pourront se prêter. Peut-être pas pour 24 une seule administrative, mais ça permet quand même de mutualiser les moyens. Il n'y a plus d'endettement, ils sont pas obligés de s'acheter un cabinet où ils vont avoir des taux préférentiels. Je pense que ça va être des loyers modérés. Pour un jeune médecin qui s'installe, ça vaut beaucoup parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Et puis aussi, il y a quand même quelque chose, c'est dans l'air du temps, quoi. C'est comme on achète maintenant de la prestation santé, comme on va dans les zones commerciales, au supermarché, où on a 14 boutiques, où chacun, il y a des boutiques de vêtements, il y a des boutiques, des boulangeries, etc. On regroupe tous les services sur un même lieu. Ça pourra permettre un suivi. Aujourd'hui, pourquoi ce dossier a été aussi long? Parce que c'est quand même un projet de longue haleine. Ça a été une volonté ou il y a eu réellement des freins? Alors c'est pas des freins, c'est beaucoup d'études. Donc il y a eu une grosse étude au niveau de... C'est un cabinet d'études médicales qui est spécialisé dans les études de territoire au niveau médical. Et on est une région qui est très sinistrée au niveau de la médecine, que ce soit au niveau de l'ophtalmologie, des dentistes. Et oui, ça a été compliqué d'apporter un projet réel avec une structure qui puisse accueillir tout ce genre de médecine. Aujourd'hui, on a un gros besoin, une grosse demande. Et si demain, on ne fait rien en plus que de mettre cette maison de santé, c'est-à-dire que si l'État et le gouvernement futur ne met pas en place une médecine, je dirais, incitative sur ces lieux, c'est-à-dire devenir très compliqué. Sur le fait d'une loi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut zoner. On le fait pour les infirmières, on le fait pour les pharmacies, on les oblige à zoner, à ne pas se faire concurrence. Je pense qu'on doit pouvoir amener la même chose au niveau des médecins, et je dirais même au-delà, pourquoi pas des médecins de pôle public dans les maisons de santé, et aussi augmenter les personnels aussi on va en profiter les hôpitaux publics. Que vous êtes là, que vous êtes candidat pour parler de la 3e circonscription de la Somme. Toi Loïc, comment tu l'aperçois cette bataille-là de la 3e circonscription? Indécise? Elle est plus qu'indécise. Après, il y a un ancrage territorial malgré tout sur la 3e circonscription qui fait qu'on peut avoir un vote de droite, voire un vote vers l'extrême droite qui peut se ressentir. Après, il ne faut pas oublier que c'est quand même un secteur déterminant dans la Somme. On est sur la baie de Somme, sur le secteur le plus touristique, enfin après Amiens, mais sur le secteur le plus touristique du département. Il y a des atouts qui sont hyper importants, une zone industrielle, effectivement, des développements qui se font par ces maisons-là, notamment de santé. C'est quelque chose qui est complètement indécis, je pense, mais qui peut être très important dans le cas du département. Est-ce que l'indécision ne se fait pas dans le nombre de candidats, 11 autant que l'élection présidentielle? C'est clair. Il y a des regroupements à gauche qui ont été ratés, malheureusement. Il y a une division de la gauche aujourd'hui. Comment toi tu l'aperçois, Mickaël, Elle est convoitée en tout cas. 11 candidats avec les suppléants, ça fait 22. Je crois que c'est le record dans la Somme. Donc c'est que ça intéresse beaucoup de candidats. Il y a des gens qui sont parachutés. Il y a aussi des gens du cru, et ça c'est bien. Maintenant, historiquement, cette circonscription, elle a toujours été remportée par la majorité présidentielle, quelle qu'elle soit.
Il n'y a jamais eu d'alternance dans la troisième. Les électeurs de la 3 sont, je pense, très intelligents et comprennent bien qu'il faut donner la prime au président sortant. Je pense que c'est important si on veut qu'il y ait une cohérence. Bah oui, si on veut qu'il puisse gouverner. Monsieur Petit, vous êtes candidat pour la gauche, l'Union des gauches quelque part, donc Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste on va dire, Oui. PC, Parti Communiste. Vous qui êtes de gauche, comment vous captez l'électorat FN? Ça doit être compliqué de voir que dans notre territoire il y a autant de votes FN. Alors oui, il y a beaucoup de votes FN et je le déplore. Maintenant, il faut savoir que les gens, et c'est tous les problèmes sur lesquels on vient de parler, sur la santé et sur la mobilité, qui se sentent de plus en plus abandonnés par les politiques d'État, de plus en plus, et donc se recroquevillent sur eux. Et on ne peut pas aujourd'hui dire que l'intégralité des gens qui votent Front National sont des fachos. Ça serait mentir. Ce sont des gens qui sont déçus de la politique, quelle que soit la politique, et à un moment donné, ce que les gens réclament, c'est des jeunes du territoire qui s'engagent et qui s'unissent, parce que l'union, on n'a jamais été aussi fort que dans l'union, et aujourd'hui, nous, on a décidé de faire une union très large. C'est une union où, je dirais, dans le département de la Somme, qui concerne 4 circonscriptions, et dans le Jura, c'est les 2 seules exceptions en France où il y a autant de partis qui s'unissent autour de la gauche. Donc autour de ma candidature, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un du territoire, je suis natif de Crécy-en-Ponthieu, de Saint-Vary, de par mes parents. J'ai vécu que dans le Vimeu vert et aujourd'hui je suis un acteur du Vimeu industriel. Donc je suis très investi dans cette circonscription et ma remplaçante Delphine Damy, c'est aussi une personne qui s'implique énormément en politique. Conseillère départementale du canton de Gamache et qui s'implique énormément aussi dans ce qu'elle fait. On est 2 jeunes, 40-38 ans qui avons de l'expérience puisque je gère une mairie, je connais les problèmes des gens au quotidien et elle les connaît au niveau du département. Et je pense que c'est ce genre de candidature que les gens recherchent aujourd'hui, c'est des jeunes qui s'engagent pour leur territoire et pour faire avancer les choses. Et je vous rejoins quand vous dites qu'il y a des gens qui sont parachutés et je déplore parfois que ça divise au niveau du territoire puisque les représentativités du territoire étaient déjà présentes, donc je ne comprends pas qu'on puisse parachuter des gens. Aujourd'hui, il y a quand même des fortes personnalités dans cette circonscription. Emmanuel Maquet, Jean-Claude Bizevine. Vous, il y a le parti de Patricia Chagnon, le Front National, Isabelle Brusadelis, c'est quand même, ça va être très dur de gagner de donner en tout cas un pronostic. Puis le candidat En Marche, ou le candidat En Marche, excusez-moi, Bruno Mariage également. Vous pensez que ça va partir vers quoi? Tu penses vraiment qu'il va y avoir Bruno Mariage va remporter cette circonscription? Si on s'en réfère aux résultats précédents, oui. Maintenant, il va y avoir une campagne. Bruno Mariage, il a non seulement, je connais le candidat, oui. Et je le défends, oui, c'est clair. Il a non seulement l'étiquette majorité présidentielle, et ça pour moi c'est important. Et puis accessoirement, c'est quelqu'un du cru qui finalement pourrait tenir le même discours que vous. C'est ça qui est intéressant et qui, à mon avis, va rassembler. Ouais. Et dans le reste de la Somme, dans la région de France également, Loïc, toi les législatives, tu penses que notre région et notre département va basculer vers quelle majorité? Je pense qu'il y a un fil conducteur qui est tracé et qui est en train d'être tracé par effectivement les différents votes qu'il y a pu y avoir, notamment si on regarde dans notre région Hauts-de-France, il va y avoir un gros combat mine de rien entre le Front National et entre le Mouvement En Marche. On peut dire ce qu'on veut, mais les scores de Marine Le Pen, elle est en tête dans 2 départements. Les 2 départements, c'est le Pas-de-Calais et l'Aisne. Donc on sait très bien que la bataille elle va être plus que rude, et je pense que ça va se jouer là-dessus. Et aujourd'hui, je pense la plupart des électeurs sont identifiés à des fils conducteurs et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a ces 2 fils conducteurs là aujourd'hui qui sont hyper présents et j'ose espérer que ça ne sera pas le Front National. Après chacun est libre de son choix, mais qu'on puisse avoir quelque chose qui soit visible et cohérent. Après, je pense que c'est vraiment un des territoires les plus indécis. Je pense que la région Hauts-de-France, pour moi, c'est une des plus indécises de France, si ce n'est avec la région provençale Côte d'Azur. Quand même, pour la région, le Front National au présidentiel, c'était Marine Le Pen qui l'incarnait.
On peut dire ce qu'on veut d'elle, moi je partage absolument pas ses idées, mais c'est un personnage, elle dégage quelque chose et il y a beaucoup de citoyens qui ont voté pour elle sur son nom, et uniquement sur son nom. Là, la candidate qu'on aura, c'est pas Marine Le Pen. Il risque d'y avoir une déperdition quand même On va élargir le débat, messieurs, sur les élections législatives à l'échelle nationale maintenant. Donc beaucoup de candidats pour les grands partis. Les grands partis investissent des candidats quasiment partout. On parlait du Parti Socialiste, qui était un parti qui n'existait plus finalement. Il est présent partout. Les Républicains, pareil. À quoi s'attendre pour Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va y avoir une majorité pour lui ou est-ce qu'il va y avoir une cohabitation? Je pense que ceux qui devaient s'identifier parlementaires de droite, de gauche ou centristes, qui devaient s'identifier à Emmanuel Macron, l'ont fait et l'ont fait dans le cadre de la réunion de la majorité présidentielle. Donc si une majorité doit se déterminer, ça m'étonnerait fort que ce soit par une cohabitation, que ce soit aussi bien à droite qu'à gauche. Soit on verra qu'il n'y a aucun état de grâce, aucune possibilité, et à ce moment-là ce sera du vote sanction un petit peu, avec des candidats France Insoumise, avec des candidats Front National, avec des candidats des Républicains, ce qui me semblerait plus que surprenant. Après, qu'il ne puisse pas du tout avoir de majorité sur son projet, ça me paraîtrait incohérent aussi. Je pense que c'est en bonne voie pour qu'il y ait un Parlement qui soit cohérent avec le président élu aujourd'hui. Arnaud Petit, aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, donc est-ce qu'il faut souhaiter une cohabitation? Une cohabitation, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Aujourd'hui, bien malin, celui qui va déterminer le résultat de ces élections législatives au niveau national, parce qu'il y a une grande disparité en France. On retrouve quatre groupes vraiment identifiés sur la France, c'est-à-dire un Front National qu'on ne se cache pas, qui est quand même présent. On a ce mouvement En Marche qui est sorti un petit peu dans une mouvance droite-gauche, gauche-droite, on ne sait pas trop encore où ils sont. En tout cas, ils ne sont pas pour les ouvriers, ça c'est sûr. On sait très bien que les ouvriers vont souffrir encore pendant 5 ans sous la marche. Mais après, on a quand même un groupe de gauche qui est encore bien solide et qui a encore de bonnes valeurs. Seulement, il faut changer les personnes qui les dirigent. Forcément, nous, on est des jeunes, on veut vraiment reprendre nos idéologies de base. Et Jean-Claude Bussine représente le passé de cette idéologie PS. Et aujourd'hui, même au niveau du PS, les gens, quand ils ont milité et quand ils ont voté pour Benoît Hamon, c'était aussi pour représenter le changement. Ils voulaient du changement chez eux. Et aujourd'hui, je suis content que le Parti Socialiste écoute un peu plus ses militants que ces éléphants du PS. Mickaël, justement, sur cette question, la cohabitation, elle est souhaitable? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, souhaitable? On vote un président, il faut lui donner la majorité. C'est évident. Sinon, ça n'allait pas voter pour lui. Tu penses que les Français vont faire le choix de, comme on dit quelque part, l'intelligence, ils vont être beaux joueurs, ils vont dire l'intelligence, le mot est là. Le mot est là. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Les ouvriers vont encore souffrir. Oui, bien sûr. Qui est-ce qui gouvernait la France? C'est bien la gauche ces 5 dernières années? Non, je ne suis pas sûr que ce soit la gauche. C'était un candidat PS. Je dirais qu'on a quand même beaucoup de gens qui ont gouverné à gauche, qui sont toujours chez En Marche, qui ont sauté du train et se sont dit tiens, on va aller voir M. Macron pour continuer notre politique désastreuse. Et voilà, c'est un petit peu ça aussi. Il faut se dire qu'aujourd'hui, les ouvriers en ont ras-le-bol. Et les ouvriers ne votent pas En Marche, ils votent Front National aujourd'hui. Et pourtant dans le privé. Parce qu'ils se sont sentis abandonnés par la gauche. Et il faut le dire, aujourd'hui, ils ont été abandonnés par la gauche. Moi, je suis au Parti communiste, je suis ouvrier moi-même. Et je me rends compte des difficultés que les gens rencontrent au quotidien. Aujourd'hui, les gens ne travaillent pas pour avoir un avenir, ils travaillent pour survivre. Et moi, je trouve que c'est indécent aujourd'hui de demander aux gens de continuer de faire des efforts, de dire il faut sauver la France, on va vous taxer de plus en plus, et eux ont de moins en moins de salaire et n'arrivent pas à s'en sortir. Sur ces élections législatives, est-ce que c'est le taux d'abstention qui va décider? Il va être naturellement élevé, important. Logique, il était déjà élevé. Les gens se passionnent moins. Est-ce qu'on peut craindre aussi quelque part que ce taux d'abstention profite
au Front National. C'est ce qui a malheureusement eu lieu sur les autres élections intermédiaires. C'est ce qui a eu lieu sur les européennes, c'est ce qui a eu lieu aux départementales, c'est ce qui a eu lieu aux régionales. C'est le fait qu'on ait une abstention pas loin des 40 voire 50% sur certains scrutins qui fait qu'on considère ou qu'a été considéré le Front National comme le premier parti de France, tout simplement parce qu'on ne s'est pas intéressé, et c'est effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, on ne s'est pas intéressé à ce que les gens pensaient. Mais je pense que dans cette élection présidentielle, malgré tout ce qu'on peut dire et malgré le fait que la campagne elle a été plus que particulière, il y a eu du vrai intérêt sur ce que les gens pensent et sur ce qu'on a pu apporter comme réponse aux gens. Et que ce soit Marine Le Pen, il y en a certains qui trouvent leur compte dans ses propos, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, il a insufflé un espoir aussi, que ce soit Emmanuel Macron, il y a eu un espoir et une conviction aussi déterminée, et même François Fillon a réussi à soulever en parlant de son projet plus que des affaires. Donc je pense que après, c'est pour ça qu'au niveau de l'abstention, à savoir si ça va être vraiment plus élevé qu'auparavant, comme la présidentielle, ça a été un peu plus élevé qu'auparavant, on peut penser que ça va être à peu près la même chose. Après, c'est là où justement, il faut bien penser que c'est une recomposition totale, et ça veut peut-être dire qu'il y aura un sursaut au niveau de la participation. On va parler maintenant du gouvernement, du premier gouvernement de ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc Premier ministre Édouard Philippe, donc un des fondateurs de l'UMP, maire du Havre. Il a travaillé à Areva, donc il vient de la société civile. Est-ce que c'est un bon choix selon vous, Monsieur Petit ? Non, je ne pense pas que ce soit un bon choix, puisque de toute manière, vu la mouvance de cette personne qui a commencé à gauche, qui se retrouve à droite, je ne trouve pas que ce soit un bon candidat, un bon Premier ministre. Maintenant, comment va-t-il pouvoir défendre ou mener une politique aujourd'hui alors que les législatives ne sont pas passées, quoi. Je pense que vraiment la politique commencera après les législatives. Aujourd'hui, c'est un gouvernement en instance, on peut dire les choses. Alors forcément, il faut qu'il y ait un gouvernement qui puisse fonctionner. Je ne dis pas que la gauche ou même les gens que je représente, on va voter en masse contre tout. C'est pas le but. Le but, c'est pas de voter contre tout. Il y aura peut-être des mesures, parce qu'on va écouter les gens de gauche et qu'on va se dire peut-être que finalement ils ont raison, et peut-être qu'on va faire un geste vers les ouvriers, peut-être qu'on va peut-être augmenter le pouvoir d'achat. Moi je pense sincèrement qu'il faut que le président et son Premier ministre se mettent aussi ça dans la tête, c'est que quel que soit le résultat des élections, quelle que soit l'opposition à laquelle il aura, il faudra qu'il fasse des choix bien précis et qui puisse convenir à toutes les mouvances de cette politique. Sur le choix du Premier ministre. Et pour ça, il faudra qu'il ait une majorité. Emmanuel Macron qui dit qu'il veut rassembler la gauche, la droite. Est-ce que là, c'est pas trahir quand même les électeurs de gauche de partir, hein, parce que Édouard Philippe, c'est quand même très à droite. Non, il est rassembleur, il l'avait dit, il a trahi personne. Il est rassembleur, on dépasse les clivages gauche-droite, on prend les compétences, quelqu'un de jeune. Mais sur l'économie, il a nommé Darmanin au budget, Le Maire, c'est quand même des gens qui sont très ancrés à droite. C'est aussi cohérent par rapport à sa vision et par rapport à la vision du projet qu'on peut avoir derrière. Après, le fait d'avoir Édouard Philippe en Premier ministre, aujourd'hui, on peut aussi se dire que rassembler, François Fillon, malgré les affaires, a quand même fait 20%. Demain, il y a un cataclysme. Si ça doit venir de quelque part, ça viendra peut-être de la droite. Dans tous les cas, Édouard Philippe est présent. On parle de une majorité des Républicains. Est-ce que François Baroin, ce serait vraiment une cohabitation comme on entend ? Est-ce que ce ne serait pas tout simplement un changement de cap pour Macron, mais très sensible? Ce serait une cohabitation parce qu'il y a le passé et le programme Fillon derrière. Et le programme Fillon qui a été... Ils essayent de le faire oublier quand même. Ils essayent de le faire oublier en partie, et c'est là où ça pourrait contrebalancer, mais ce serait quand même compliqué. Et puis on voit qu'il y a certaines postures qui sont peut-être un peu arrêtées, un peu fermées, au contraire de peut-être Édouard Philippe aujourd'hui qui est Premier ministre. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans le gouvernement de Macron, c'est les ministères d'État. Nicolas Hulot à l'écologie, Gérard Collomb à l'intérieur et Bayrou à la justice. Pourtant, dans sa campagne, c'était pas forcément les thèmes qui étaient les plus visibles, on va dire. L'écologie, il n'en a pas forcément énormément parlé. La justice, l'intérieur, la justice, c'est pas un thème de campagne qui est récurrent. Puis l'intérieur avec la sécurité, c'est pas là-dessus qu'il a gagné Emmanuel Macron. Pourquoi avoir pris ces ministères d'État-là ? Je pense qu'il a permis, ça a permis de...
ça a permis aussi de garder un socle, on va dire, qui était aujourd'hui présent, qui est plus que nécessaire quand on voit le contexte qu'on peut avoir français et le contexte international derrière. Si on n'a pas un ministre de la Justice ou si on n'a pas quelqu'un qui tient le coup et qui est présent et qui est actif depuis des années et qui a une certaine notoriété derrière, on ne pourra jamais rien représenter derrière. Et c'est aussi ça qui est un peu paradoxal et qui est intéressant, c'est qu'en fait sur les gros ministères régaliens notamment et sur les ministères sociaux, c'est aussi des personnes de gauche qui sont prises. Et c'est là où il a fallu peut-être trouver l'équilibre. Et puis toutes les sensibilités sont représentées avec le Premier ministre. Oui. C'est ça qui est hyper intéressant. On a quatre grands pôles, le Premier ministre et puis trois ministres régaliens, où toutes les sensibilités sont représentées, de gauche à droite. On va revenir sur la parité, c'est plutôt une chose à noter, une bonne chose la parité, 11 hommes, 11 femmes, Monsieur Petit. Surtout la parité, je ne crois pas qu'il y ait une parité au niveau des ministères, puisque c'est quand même beaucoup de femmes qui sont sur des secrétaires. Le ministre du Travail est quand même pour une femme. Ministre de la Défense aussi. Oui, mais bon, à part ça, après c'est des secrétaires d'État. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est on est oublié la fonction publique, les services publics. Il n'y a pas de ministère de la fonction publique aujourd'hui. Donc c'est quand même un moment fort. Et puis c'est quelque chose de parlant pour la ligne de M. Macron. On voit vraiment que c'est rattaché à l'économie. Oui, mais bon, c'est quand même un manquement grave de ministère dans ce plan. Est-ce que selon vous, ce gouvernement, il va tenir ou il va exploser au premier couac? Est-ce que le maire peut être compatible avec Hulot, par exemple? Moi, je pense que ça peut tenir à partir du moment où les égos seront mis de côté. À partir du moment où on parlera du fond des projets et du fond des programmes, effectivement, le seul endroit où on peut se poser la question, à mon avis, c'est peut-être plus au niveau de l'écologie où Nicolas Hulot a des positions quand même arrêtées qui sont présentes et il a des vraies convictions. Contrairement, on pourrait penser à des personnes politiques justement qui se rassemblent. Est-ce que c'est pas là justement qu'on va voir si c'est un gouvernement avec des personnes opportunistes ou des personnes réellement qui veulent une unité nationale? Est-ce que c'est pas au premier couac qu'il va y avoir vraiment le vrai visage? Évidemment. On verra des législatives. Vous croyez, vous, en ce gouvernement? Oui. Là, le premier. Là. Oui. Il faut lui donner sa chance. De toute façon, si on le descend avant même de l'avoir essayé, ça peut pas fonctionner. Il y a une certaine cohérence. Et puis, ça a été bien réfléchi. Et il y a une ouverture. Il tient ses promesses. Hein. Il avait promis une ouverture. L'ouverture, elle est là. Maintenant, il faut lui donner sa chance. Après, il faut aussi être conscient du fait que depuis qu'il y a des gouvernements et depuis la Ve République, il n'y en a pas un qui a terminé, qui a fait les 5 ans. Il faut aussi en être conscient derrière. Et ça va forcément bouger. Et après, de là à savoir si ça va être un couac et tout va être basculé d'un coup, ça, pour l'instant, l'avenir nous le dira. Oui, toi, en un mot, ce gouvernement, c'est... Moi, je le trouve cohérent et je trouve qu'il est capable de survivre à une législative. Et je pense que c'est la volonté qu'il y a derrière et que ce soit pas pour 3 mois. Et parce que tout simplement, les personnes peuvent être compatibles avec une majorité qui serait un peu plus à droite, voire un peu plus à gauche. On reste sur quelque chose qui peut permettre d'être structurant et d'être structuré pour l'avenir. Michael, ce gouvernement pour toi? Pareil, tu viens de résumer ce que je voulais dire. Il est cohérent, il est conforme aux promesses qu'il avait pu faire. Et puis il y a une ouverture. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Monsieur Petit, je pense que vous ne serez pas d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord du tout avec ce gouvernement. Je trouve qu'il manque certains ministères très forts pour la représentativité de la France. Et puis j'aimerais surtout qu'on se penche aussi sur la misère des ouvriers et notamment au niveau rural dans notre territoire parce qu'on est quand même une circonscription qui souffre des salaires, des bas salaires et on aimerait vraiment pouvoir avoir un espoir de voir notre avenir meilleur. Voilà messieurs, merci d'avoir participé au débat. Tout de suite on va passer au face à face avec Monsieur Petit.